Bienvenue. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour échanger autour du big data et de l'intelligence artificielle au service de détection de la fraude. Donc 1 heure, c'est court. On va essayer d'être concis et efficace. Vous êtes plus de 450 inscrits ce matin, ce qui est beaucoup. Un grand merci. Et sur les 450 inscrits, nous avons un public de commissaires aux comptes, mais une grande première également un public de directeurs financiers et directeurs de l'audit. Voilà. Donc, ce qui complique un petit peu l'exercice pour nous, commissaires aux comptes. On va donc, au cours de cette présentation, bien entendu, vous présenter les principales applications des NEP. Donc ça concerne vraiment les commissaires aux comptes. Mais ensuite, on va vous présenter, bien sûr, donc le logiciel quantique qui est dédié à la fraude et à la détection de la fraude. Alors, juste un petit mot avant de démarrer qui ne concerne que les CAC. C'est une formation CAC 120 qui s'inscrit dans le cadre de vos obligations. Et donc, pour ça, il faut que vous restiez connectés jusqu'à la fin du webinaire. Voilà, ne vous déconnectez pas. Vous aurez à l'issue de la formation donc un petit questionnaire de satisfaction et un petit quiz, et on délivrera l'attestation de formation qui fait foi. Voilà, donc avant de démarrer, je vais peut-être faire le tour de table des intervenants que je remercie. Nous avons Vincent Hamon, qui est élu à la CRCC de Paris, qui va bien entendu vous parler donc des NEP ce matin. Nous avons Isem Feknous, fondateur d'Inférencia Quantique, qui présentera donc l'outil quantique et qui vous fera une démo. N'hésitez pas tout au long du chat d'envoyer vos questions. Nous essaierons de retenir les plus pertinentes et d'y répondre à l'issue de cette intervention. Donc voilà, écoutez, très bonne présentation. Vincent, à toi de présenter. Excusez-moi, j'ai oublié l'agenda. J'en ai parlé en introduction. Donc, Vincent présentera le contrôle interne et l'approche par les risques. L'IA au service de la détection de la fraude et la démonstration sera fait par Isem. Et ensuite, place aux questions-réponses. Voilà. Donc, c'est parti, Vincent. Merci, Sabrina. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'occasion fait le larron. On voulait vous faire un petit rappel sur les NEP et tout ce qui concerne la fraude, mais un rappel très rapide, d'une même pas 5-10 minutes, avant de se lancer dans la présentation de l'outil quantique. Donc, faut avoir en tête quand même en guise d'introduction que il y a plusieurs lois qui réglementent tout cela. On connaît bien sûr nos NEP pour nous, commissaires aux comptes. Pour le public non commissaire aux comptes de ce matin, les normes ISA qui sont finalement les mêmes numéros que les NEP. Donc, vous allez les voir défiler. Vous pouvez remplacer NEP par ISA et c'est des choses qu'on connaît un petit peu tous. Ensuite, effectivement, ce qui encadre beaucoup, Sapin 2, la loi Sapin 2, mais qui va bientôt être complétée par la loi Sapin 3 et qui parle forcément de fraude et pas uniquement pour des entités commerciales ou des associations, mais également des établissements publics. Et le logiciel quantique, Isem nous l'expliquera bien, mais est également adapté pour détecter des fraudes au sein de ces entités-là également. Il y a également tout ce qui est loi américaine, FCPA ou SOX, Sarbanes-Oxley, ça parle des fraudes et tout ça, bien sûr, c'est en lien. C'est ce qu'a voulu le législateur pour contrer un petit peu la fraude. Il y a les références aussi anglaises, UKBA par exemple. Tout cela concourt, en fait, c'est vraiment tout ce que les pouvoirs publics mettent en place pour contrer finalement les fraudes et font parfois intervenir des professions comme la nôtre de commissaire aux comptes, mais pas uniquement. Il y a plein de professions qui sont évidemment soumises à la détection des fraudes, voire à la révélation, non pas aux procureurs dont on est les seuls concernés, mais également Tracfin. Donc, un logiciel, ça peut aider et on va voir pourquoi. On sait que les fraudes, c'est vieux comme le monde, mais on en connaît certaines anciennes. La nouvelle économie aussi
fait que la numérisation fait que ça fait apparaître aussi de nouvelles fraudes. Et donc, dans ce cadre-là, ben, voilà, la NEP 240, comme indiqué dans le titre, va prendre en considération la possibilité de fraude lors de l'audit des comptes. On nous indique que effectivement, le CAC doit justement prendre en compte ces fraudes avant d'auditer un dossier. On va rappeler quelques définitions. Là, la fraude, elle se distingue de l'erreur par un caractère intentionnel. Et ensuite, le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes va être plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur, parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits. Donc c'est ça qui rend la fraude dangereuse, c'est qu'effectivement c'est intentionnel et on veut la dissimuler. Donc on indique que le CAC doit faire preuve d'esprit critique et va tenir compte tout au long de son audit du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister. On dit le CAC, mais encore une fois, plus généralement, la direction financière de l'entité, de la société, doit également en tenir compte. Alors, Pierre, je te laisse peut-être avancer. Hop. Ensuite, effectivement, dans notre plan de travail, dans notre plan de mission, on doit effectivement prendre en considération cette possibilité de fraude pour auditer. Donc, on va concevoir et mettre en place des procédures d'audit. On va effectivement vérifier tout ce qui est écriture comptable, écriture d'inventaire. On va aussi revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées et on va comprendre la justification économique des opérations les plus importantes qui semblent être en dehors finalement de l'activité ordinaire de l'entité ou qui vont apparaître inhabituelles parce qu'on connaît effectivement nos clients et une opération qui paraît inhabituelle, forcément, potentiellement, c'est un risque de fraude. Alors, voilà. Bon, et effectivement, voilà, dès lors qu'on va conclure que les comptes vont comporter des anomalies significatives, il ne faut pas oublier que nous, en tant que CAC, on doit révéler tout fait délictueux au procureur de la République. On est les seuls commissaires aux comptes, enfin auditeurs légaux à devoir faire ça, mais ça fait partie de nos normes d'exercice professionnel, c'est indiqué dans nos NEP, ça a donc force de loi, donc il ne faut pas oublier. Donc se faire aider sur la recherche de fraude, ça paraît assez indispensable. Alors ensuite, dans les NEP, moi j'ai aussi listé la NEP 580 qui fait état de fraude. La 580, je vous rappelle que c'est les déclarations de la direction. En fait, on demande en fait au représentant légal des déclarations par lesquelles le dirigeant va indiquer qu'il a mis tous les contrôles destinés à prévenir et détecter les fraudes. Et puis, il va confirmer aussi, que le dirigeant communique au CAC son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter ou non des anomalies significatives résultant de fraude. Donc ça, c'est effectivement un texte standard qui est prévu par tous les modèles de l'aide d'affirmation, de déclaration de la direction. Et effectivement, c'est le but de la NEP 580, c'est de faire dire au client que lui aussi, il est engagé, c'est lui qui arrête les comptes, et forcément, c'est lui qui doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fraude, et en tout cas qu'il a mis tout en œuvre pour les éviter. Donc, on peut même passer, je parle à la régie, on peut passer sur le slide d'après. Voilà, c'est ce qu'on vient de se dire, on peut le passer également. Alors, ensuite, il y a la fameuse NEP 9605 sur laquelle, normalement, on a tous été formés. En tout cas, il y avait une obligation de se former depuis 2 ans. On avait mis en place des webinaires justement avec Sabrina qui est avec moi aujourd'hui pour essayer de former un maximum de confrères à cette NEP, à cette nouvelle NEP. Donc, c'est tout ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Heureusement, c'est des choses qu'on n'a pas trop quand même chez nos clients, en tout cas je ne vous le souhaite pas, mais il y a des obligations qui s'imposent à nous dans cette NEP, et donc on doit mettre en place une organisation, des procédures, des mesures de contrôle interne, etc. Enfin, et pour s'assurer de l'absence de blanchiment et de financement du terrorisme.
je vous rappelle qu'on doit récupérer auprès de nos clients les CNI des dirigeants. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas systématiquement auparavant. Désormais, c'est des choses qui doivent être faites. En tout cas, voilà, cette NEP, elle a vraiment pour objet de veiller à ce que le CAC soit toujours vigilant, le CAC et son équipe, mais aussi, si on retranscrit à nos autres auditeurs, à l'ensemble des professions du chiffre, effectivement, faire très attention. Donc, nous, dans nos NEP, il est écrit qu'on doit effectivement être vigilant même avant d'accepter la relation d'affaires et de fournir aussi des prestations aux clients occasionnels. On sait que, par exemple, les banques font très attention à ça avec leur compliance, etc. Mais voilà, donc le CAC, désormais, doit, avant de fournir, vérifier certaines choses, mais également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de son mandat. On rappelle aussi l'obligation à TRACFIN. Hein, on fait partie des professions qui ont l'obligation de révéler à cet organisme TRACFIN qui dépend de Bercy les opérations portant sur les sommes dont il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction importante, donc passible d'une peine de liberté supérieure à 1 an ou liée au financement du terrorisme. Donc ça, c'est issu du Code monétaire et financier. Et je vous rappelle que c'est une déclaration de soupçon. Hein, dès lors qu'il y a un soupçon, il faut faire attention. Voilà. J'ai mis 2 petits exemples dans les quelques slides là qu'on vous présente pour illustrer le propos. On a, par exemple, une directrice financière. Ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je l'ai donné, d'une société dont on était 4, qui se fait des virements réguliers sur son compte personnel tout au long de l'année. Évidemment, directrice financière en place depuis des années et des années, donc le dirigeant avait une confiance totale, etc. Mais pour éviter, parce qu'elle avait remarqué qu'on regardait beaucoup les états de rapprochement bancaire du dernier mois, pour éviter qu'on voit des virements un petit peu bizarres, elle souscrivait auprès de sa banque un crédit, elle remboursait en fait les fonds soustraits à la société et donc juste avant la clôture, juste avant le mois de clôture en novembre, elle remboursait les sommes. Et au début de l'année, elle se revirait les sommes, elle remboursait son emprunt qu'elle avait pris auprès de sa banque. Ça, on a mis du temps à le voir et évidemment, c'est vraiment l'intérêt d'un outil comme celui qui va vous être présenté, d'analyser un fait et de voir ce genre d'écriture un petit peu anormale, chose que je vous dis, hein, on est passé à côté un moment. Alors, le deuxième exemple, également vécu, hein, on avait la comptable fournisseur qui passait plusieurs écritures tous les mois, directement compte classe 4 vers compte classe 4, pour des montants certes NS, on ne faisait pas intervenir le compte de charge, et grâce à ces petites écritures faible montant, elle se faisait régulièrement des virements. Alors, ces montants étaient NS, donc le commissaire aux comptes ne s'y attelait pas, mais en tout cas, voilà, la fraude, elle a été cette fois-ci décelée lors d'un contrôle fiscal parce qu'ils ont ce type d'outils tels que Quantique, des choses comparables, et évidemment, en transmettant un fait, ce genre d'opération est apparu, a été mis en avant par le contrôleur fiscal, et donc voilà, la fraude a été mise en avant. Alors ensuite, hein, on sait que malheureusement la responsabilité des CAC, elle est très souvent mise en avant, même la responsabilité est mise en cause hein, lors des fraudes constatées. Dans le cadre de notre exercice professionnel, on peut être un jour confronté à ce phénomène de fraude, mais avec de la formation et des outils, on peut éviter d'avoir sa responsabilité engagée. Effectivement, ça ne nous exonère pas de trouver l'incidence de l'environnement sur le risque de fraude, de penser au schéma classique de fraude, mais pour évaluer, non pas pour évaluer, mais pour tester un petit peu le risque de fraude et puis analyser le fait dans son ensemble, un outil comme Quantique, ça peut être, on s'est dit à la compagnie que ça pouvait être vraiment un outil intéressant. Donc en plus, Quantique, Isem, je vais vous laisser la parole, et ça va aussi permettre de communiquer aussi bien avec l'équipe d'audit
qu'avec la gouvernance, quand il sort un rapport, on peut s'en servir également pour communiquer avec la gouvernance de son client. Voilà, pour moi, j'ai effectivement fait part des petites choses. Je vous laisse la parole. Là, vous avez Sabrina, tu es en mute. Ouais, Sabrina, tu as le micro coupé. Oui, juste avant de me laisser la parole à Isem, je vais juste faire un petit rappel de la genèse du projet Quantique, vraiment en un slide et quelques mots. Merci en tout cas Vincent pour ce rappel des NEM, très succinct. Hein, donc voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on présente l'outil au service de la détection de la fraude. Donc le projet Quantique est né au sein de la CRCC de Paris, au sein de la commission d'innovation. Nous avons lancé en novembre 2021 donc un appel d'offres, d'abord une étude d'attractivité auprès de tous les confrères parisiens. Et vous avez été au rendez-vous, on a reçu 77 réponses, donc vous étiez partant pour qu'on mène ce partenariat donc avec un éditeur de logiciels. Donc suite à ça, on a lancé un appel d'offres en avril 2022 pour trouver un prestataire. Nous avons eu 3 réponses pertinentes et nous avons fait le choix au sein de la commission de Inferentia. Nous avons ensuite donc mené un projet, des échanges, des tests et contractualisé ce partenariat en septembre. Et vous avez, Isem, avec vos équipes, donc présenté aux universités d'été donc à Paris votre logiciel et notre projet de partenariat. Et là, aujourd'hui, c'est notre premier séminaire. Voilà. Donc l'idée était vraiment pour les commissaires aux comptes de se doter d'un outil d'intelligence artificielle apprenant. Nous avons, nous, dans le cadre de nos logiciels d'audit, déjà des modules mais qui sont insuffisants. Et là, l'idée, c'est vraiment de construire autour de ce logiciel, à terme, une communauté pour vraiment détecter les fraudes et faire évoluer cet outil et ce partenariat, qui offre aussi des avantages financiers, mais ça, Isabelle, je vous laisserai le présenter. Voilà. Donc, place à la présentation. Isabelle, c'est à vous. Très bien. Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour les introductions de Vincent et Sabrina. Donc déjà, on est très contents et très heureux d'avoir l'opportunité à la fois de présenter notre solution et puis cette reconnaissance de la profession du chiffre, c'est quelque chose de très important pour nous. Je vais aller très rapidement sur une petite présentation qui va durer 1 minute sur Inferentia. Inferentia, c'est un cabinet de conseil, éditeur-conseil, qui a vocation à avoir des cas d'usage sur étagère. Et le premier des éléments qu'on a développé aujourd'hui, c'est la plateforme Quantique. Donc, on a un très gros vertical autour du risque de la conformité. Quantique a vocation à être multimodulaire. Aujourd'hui, on va vous présenter un module. On vous expliquera un peu quels sont les prochains aussi après la démonstration, qui sont en cours. Hein. Il y a déjà des modules qui sont en cours de déploiement. Et donc, Quantique est une plateforme qui est brevetée en PCT international. Donc, il y a une forme d'unicité de ce type d'approche. Comme disait Sabrina, les éditeurs qui proposent ce type d'approche sous la forme d'une plateforme de calcul distribuée, en réalité, il n'y en a pas, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est non limité sur la volumétrie des transactions analysées et on est non limité aussi sur les connexions concurrentes, et on est aussi IA by design, c'est-à-dire que la plateforme a vocation à être auto-apprenante notamment sur les fraudes, les déclarations de fraude ou les qualifications des anomalies détectées. Je vais aller très rapidement à la prochaine slide. Alors, Quantique, pourquoi ? Plusieurs raisons. Donc, parmi les éléments, c'est né d'un constat qui est très simple. C'est que souvent, quand on fait des analyses, que ce soit en position de commissaire aux comptes, d'auditeur interne, contrôleur interne de risque ou responsable de la conformité d'un groupe global ou d'une organisation publique, globalement, le constat est simple, c'est qu'on intervient une fois. C'est-à-dire qu'on va analyser la donnée à un instant T. Donc déjà, la notion de surveillance continue est traitée. Deuxième élément qui est aussi fondamental, c'est qu'avec les automates au sens large, avec la digitalisation à la fois par les logiciels
qui existe depuis maintenant un peu plus de 20 ans, et l'approche par les données, tout est digitalisé, c'est des outils comme Quantique permettent d'apporter une barrière supplémentaire en termes de contrôle pour être sûr qu'il n'y a pas eu de trou dans la raquette à un moment donné. Maintenant, pourquoi Quantique? Pourquoi faire? Ça permet d'automatiser d'abord ces contrôles autour des données comptables, plus largement autour de plusieurs données. Hein, les cas d'usage peuvent être très variés. Aujourd'hui, on vous présente la partie données comptables. Et donc, ça permet d'automatiser les procédures de contrôle interne, notamment, et répondre à la problématique d'exhaustivité et de surveillance continue. Quand on a dit ça, en réalité, ça permet de répondre à des problématiques concrètes qui sont, lorsque j'ai beaucoup d'OD, par exemple, ce qui est saisie manuelle, ou des volumétries très fortes à surveiller, ou même je suis une entité juridique avec plusieurs entités, des centaines d'entités juridiques, ça peut arriver aussi, on ne peut pas, avec une équipe restreinte, surveiller et savoir ce qui se passe sur nos données comptables. Là aussi, la notion d'organisation comptable décentralisée, quand on a des comptabilités complètement éclatées, à la fois en national mais en international, ou la notion de droit d'accès qui ne sont pas très bien maîtrisés, on le sait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des IT General Controls. Donc, à partir du moment où je ne gère pas suffisamment bien mes accès au système, peut-être que la dernière barrière aussi, c'est de détecter ce qui se passe en comptabilité. Et puis, la notion de rotation, de turnover sur les effectifs comptables et globalement, la notion de big data au sens large. On peut passer à la prochaine slide. Voilà. Alors, maintenant, on a dit pourquoi Quantique. Maintenant, on va parler de comment. Alors, d'abord, le point, c'est que c'est une solution innovante qui est basée sur l'IA, et je vais utiliser un jargon, c'est IA by design, c'est-à-dire dans l'architecture. Et ça, c'est aussi ce qui fait son unicité. Elle est déjà prête pour intégrer et ingérer des données pour aller vers l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on déploie. Typiquement, nos clients, grands groupes internationaux, on leur vend la plateforme Quantique, ils l'utilisent et on déploie des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de déclarer à la fois leur fraude, mais aussi de qualifier leurs anomalies, de les préqualifier avec du machine learning. Et c'est exactement ce qu'on souhaite faire aujourd'hui avec le marché des commissaires aux comptes, qui est aujourd'hui stratégique pour nous. Ensuite, elle permet de détecter les écritures anormale, hein, au sens, alors une écriture, une anomalie n'est pas forcément une fraude, une anomalie n'est pas forcément une erreur, elle peut aussi être un faux positif, elle peut être aussi un risque accepté, et en réalité, on détecte les anomalies en obligation de résultat, et on détecte la fraude en obligation de moyens. Et ça répond aux problématiques des différentes NEP et de la loi, notamment loi Sapin 2, UK Bribery Act, FCPA aux États-Unis et Sarbanes-Oxley aussi, ainsi que d'autres lois qui sont en train de se décliner à l'international sur ces mêmes thématiques. On intègre aussi une particularité des tableaux de bord qui sont dynamiques pour la restitution, et on a scindé les typologies de tests, parce qu'on a constaté aussi qu'il y a une petite confusion sur la notion de contrôle. Donc, on a séparé les contrôles de conformité des contrôles de scoring. Alors, conformité égale niveau de qualité de mon information comptable et financière, où je traduis en cas de contrôle par les brigades fiscales informatisées, c'est le type de contrôle qu'ils font. Et les contrôles de scoring, on est plus sur du contrôle interne et du contrôle automatisé. Et donc, ça me permet d'avoir une batterie d'environ 70 tests, plus les 22 qui sont de conformité. Et puis, ça permet aussi directement, avec une approche analytique, d'avoir une prise de décision facilitée, c'est-à-dire que je peux prioriser, je peux dire cette anomalie, je la sors, cette anomalie, je la qualifie différemment. Et c'est ça aussi qui permet d'aller vite, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas uniquement les anomalies, on rentre dans un processus de workflow et de décision qui permet de dire, tiens, cette anomalie, je ne la maîtrise pas, je vais la donner à un collègue, c'est le collègue qui va l'analyser, donc c'est l'analyste, et puis ensuite, à la fin du cycle, c'est un valideur qui va aller valider ça. Si on peut passer à la prochaine. Alors, maintenant, ce que je vous propose, juste le temps de partager mon écran, je vais vous proposer de faire la démonstration de Quantique et peut-être avoir quelques mots avant sur ce qu'on appelle la prospective de Quantique. Alors aujourd'hui, Quantique, c'est une plateforme Big Data IA qui est spécialisée dans l'automatisation des contrôles. Donc depuis 2021, avec un module de détection de fraude qui est aujourd'hui mis en place. Il y a un module d'IA qui permet de faire de la prédiction de fraude qui est déjà mis en place pour beaucoup de clients
et qu'on souhaite très rapidement activer sur la partie commissariat aux comptes qui permet de faire de l'apprentissage par secteur, donc typiquement secteur du service, de l'hôtellerie, de la restauration, etc. On a la notion un autre module qui vous concerne moins, mais c'est bien de savoir que ça existe. Tout le monde connaît la RGPD, qui parle des données à caractère personnel. Nous, il y a une loi qui arrive au niveau européen en 2024 qui s'appelle le AI Act, qui permet de surveiller le niveau de dangerosité ou carrément de détecter les modèles d'intelligence artificielle interdits. C'est un gros sujet. La RGPD, c'est très simple, tout le monde sait ce que c'est. Donner un caractère personnel, nom, prénom, date de naissance, c'est facile. Par contre, sur un modèle d'intelligence artificielle, c'est extrêmement complexe. Donc, on a fait ce qu'on appelle de l'explicabilité de modèle. Ce qui est unique aussi au monde, c'est qu'on a traité le sujet de l'explicabilité. On se connecte au modèle et on est capable de l'expliquer à un juriste, à un commissaire aux comptes, à un auditeur, à un compliance officer, et dire attention, ce modèle s'appuie sur des données à caractère biométrique, il est à caractère dangereux ou interdit. Et voilà, et au-delà de ça, on ne s'arrête pas, on dit comment faire en sorte pour qu'il ne le soit plus. On a aussi, on monte un laboratoire commun qui est avec une organisation de recherche assez connue qui est le CNRS, autour de la projection des données carbone. En fait, on fait un scrapping de toutes les données carbone au niveau mondial et données financières et comptables pour faire une extrapolation, donc une inférence, d'où le nom d'ailleurs inférencière pour le petit rappel, une inférence statistique et mathématique qui permet de dire attention, sur la base de cette comptabilité, nous sommes capables de faire le lien ligne à ligne comptable sur le bilan carbone. Typiquement, un achat stylo bic, on pourra dire une estimation de ce que ça représente en bilan carbone, tout comme une consommation de litres d'essence ou une note de frais kilométriques. Donc ça va du plus petit au plus grand. Et enfin, gros projet qu'on a lancé aujourd'hui, qui commence à être connu, c'est le deuxième LLM français, qui est le premier LLM au monde spécialisé et non pas généraliste comme ChatGPT. ChatGPT est un LLM. On développe un large language model qui est spécialiste dans la finance, la compta, le risque et au sens large, le juridique aussi. En gros, au lieu de lui apprendre le français et l'anglais, on va lui apprendre le juridique français, le juridique anglais, ainsi que la comptabilité. Voilà un petit peu les projets. Ça, c'est un sujet qui a été lancé, qui est assez unique. Et vous avez compris qu'on est très verticalisé autour de vos métiers. Et c'est un peu l'ADN et le sens d'inférencier. Si on peut maintenant, peut-être, je vais vous partager rapidement donc, la démonstration qui est plutôt sur la partie contrôle automatisé. Et je pense que... Une petite seconde. Alors, je vais juste demander à Vincent, Henri, Pierre, si vous avez accès à ce partage. Oui, tout à fait, ça fonctionne. Parfait. Donc, alors, très simplement, la plateforme est déjà, on va parler de sécurité d'hébergement, comme ça la question est éludée. Sur la partie sécurité et hébergement, la plateforme est hébergée dans un cloud souverain, donc data center français. Et pour être précis, chez Scaleway. Donc, on est sur des normes de sécurité fortes et elle a déjà passé une batterie de tests de sécurité, notamment via nos clients, qui ont déjà, je vais dire, pas mal creusé la partie sécurité de la plateforme. Elle est en SAML2 SSO. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un compte Microsoft dans votre organisation, vous vous connectez avec vos logins et mots de passe de votre organisation. L'accès se fait via l'Active Directory directement. Donc, ce qui apporte une deuxième sécurité, vu que les accès se gèrent via l'AD. Donc, ça, c'est un point. Le data center, donc cloud souverain français, il n'y en a pas 12, il y en a 2 en France, et on est dans l'un des 2. L'autre élément aussi, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, et qui me semble important de dire dès à présent, c'est que vous avez tous accès à un freemium d'un mois. Un freemium, c'est un accès gratuit, tout simplement, d'un mois, qui est complet en termes de fonctionnalité, vous accédez à la plateforme dans sa complétude, qui est juste limité pour des raisons de capacité de calcul et de coût du freemium pour nous, à 3 utilisateurs, donc à 1 mois d'accès, et à des FEC qui sont de moins de 100 000 lignes d'écriture, ce qui est en général largement suffisant pour un test. Donc, on pourra vous communiquer ça et très rapidement, c'est accessible directement à la fois via la plateforme communiquée par la compagnie, la CRCC de Paris, et aussi via nous-mêmes.
Donc, la connexion se fait assez simplement. Hein. Donc, je peux choisir mon langage de connexion, hein, français ou anglais. Aujourd'hui, elle a par défaut deux langages. Elle peut être multilingue assez rapidement. Elle est prête pour ça. Donc, on se connecte. Je vais juste arrêter ma caméra pour le débit. Très bien. Donc là, on a accès à la plateforme directement. La plateforme est composée de la manière suivante. Elle permet déjà, dans un premier temps, point important, d'accéder à un menu d'aide. C'est-à-dire qu'au-delà de la démonstration que je vous fais aujourd'hui, on peut directement cliquer sur un menu d'aide que je vous montrerai peut-être directement via le partage d'écran. Le partage d'écran va se faire, Isem. Oui, il est arrivé. Donc, ce menu d'aide nous amène vers cette page qui est directement autoporteuse. En fait, ça permet directement d'accéder à toutes les fonctionnalités de Quantique, même pour quelqu'un qui n'a jamais eu de formation. En général, on est plutôt sur un accompagnement assez autoporteur. La solution est vraiment sous forme de workflow. Elle est vraiment sous forme de assez simple, c'est-à-dire que vous avez d'abord une première étape qui est vos premiers pas sur Quantique, la configuration des accès. Alors, les accès se font finement, hein, la configuration se fait finement. La conformité des données, comment on met en place les tests de conformité. Ensuite, comment on met en place les tests de scoring. Et puis, la gestion des anomalies. Et puis, quelques vidéos. Donc, c'est assez autoporteur. On peut même faire une recherche par mots-clés pour savoir, par exemple, quel est le format de fichier intégré, quelles sont les données qui sont nécessaires, que veut dire tel ou tel contrôle. Il y a toutes les explications dans l'outil. Je vais juste passer à une autre page pour vous remettre sur la démonstration directement. Alors, donc, sur la démonstration, donc, on a effectivement un accueil, le menu d'aide, les sociétés qu'on peut créer, autant de sociétés qu'on veut, d'accord, en fonction de l'accès auquel on a. Là, on a une société de démo 1. Si je clique directement, je peux avoir les données sur cette société. On peut mettre des numéros de sirène, etc. La liste des utilisateurs, on peut mettre des utilisateurs avec des droits d'accès, comme vous le voyez, administrateur, lecture seule, analyste, etc. Donc, on a juste à cocher des cases et je vous expliquerai ce que c'est que cette notion d'utilisateur avec des accès. Un point important aussi, on a une sorte d'outil de notification. Bon, dans le contexte, on n'a pas de notification. Une notification, c'est quand on lance des tests, quand on nous a attribué des dossiers, quand on a attribué des sociétés, et plein d'éléments. Donc là, j'ai la liste des invitations sociétés, par exemple. Donc, en tant que collaborateur ou utilisateur, c'est assez simple d'affecter les sociétés, les accès à des sociétés. Donc, ça se fait de manière unitaire, hein, entité par entité juridique. Et il suffit juste de mettre le mail de la personne et de lui envoyer en cliquant plus. Et donc, directement, la personne a juste à accepter son accès via cet onglet-là. Donc, une fois qu'on a accès à ces sociétés, on passe à la partie qui est le chargement des fichiers. Alors, il y a 3 méthodologies de chargement des fichiers. La première étant d'abord du fichier plat. C'est en général 60% de nos utilisateurs. Donc, on intègre la BG à la main, la balance générale, le plan de compte, les grands livres. On peut, une fois qu'on les a, on les attache directement et on les charge. Deuxième méthode d'utilisation et de chargement des fichiers, c'est le SFTP, c'est-à-dire que c'est le système type SAP, Oracle, etc. On va voir avec la DSI, qui va déposer les fichiers quelque part dans un répertoire partagé et qu'on va récupérer sous forme de protocole SFTP. Et troisième méthode, c'est sous forme d'API, c'est carrément Quantique qui se connecte à la comptabilité et qui va récupérer les données au format attendu. Et selon des fréquences qui sont souvent en lien soit avec les procédures d'audit du commissaire aux comptes, d'audit interne, du contrôle interne ou tout simplement de closing, de clôture mensuelle ou trimestrielle ou autre.
Une fois qu'on a ça, on a intégré ces fichiers, ils apparaissent là, tout simplement, hein, donc ces fichiers, donc j'y accède, et donc j'ai les éléments qui sont prêts, avec un statut qui est déjà intégré. Une fois qu'on est arrivé là, on peut ajouter bien entendu autant de fichiers qu'on veut, hein, en fonction des entités juridiques qu'on a. On paramètre, il n'y a qu'un seul paramètre à mettre en place, c'est la notion d'exercice. Donc là, par exemple, je vais simplement dire, je vais créer un exercice 2022 avec une date de début, une date de fin. Et si je vais dans le détail, je peux rajouter aussi des dates de clôture, mensuelles ou autres. Je veux, d'accord ? C'est le seul paramètre à mettre en place avant de lancer les tests. Donc, c'est uniquement ça. J'ai un deuxième élément qui est mineur, mais c'est bien de s'y pencher. C'est de dire si le type de numérotation de mon grand livre est global ou par journal. Exemple, de 1, écriture numéro 1 à écriture numéro N pour tout le grand livre, ou de 1 à N par journal. Donc, les chiffres reviennent par journal. Donc, c'est juste une petite précision qui est relativement importante dans le cadre de nos tests sur les numéros d'écriture et les trous de séquence, par exemple. Une fois qu'on a mis en place ça, on va directement dans les tests de conformité et on va simplement saisir une nouvelle exécution en choisissant l'ABG. Bon, en l'occurrence, là, comme on en a paramétré qu'un type de fichier par typologie de fichier, par typologie de données, forcément, on n'en a qu'un dans le choix du menu déroulant. Si je clique sur suivant, simplement, il me refait une synthèse et je clique sur démarrer. Je ne le ferai pas dans le cadre de cette démo. Je vous montrerai directement les résultats. Il faut savoir qu'en termes de temps de traitement, c'est environ 15 minutes par million de transactions, millions de lignes, ce qui est assez intéressant en l'état. On est déjà allé jusqu'à un FEC de 250 millions et ça dure environ 8 heures. Donc, ça vous donne une idée de la capacité de calcul de la plateforme. Donc, les tests de conformité, donc on en a lancé un qui est non conforme, tout simplement. Alors, pour des raisons pour la démonstration, ça permet un peu de montrer des non-conformités, mais dans la réalité, il y en a beaucoup moins que ça. Globalement, on a les éléments suivants, donc des zones obligatoires enseignées, des formats dates valides, présence d'un montant débit au crédit, des choses qui sont vraiment j'allais dire des contrôles de cohérence presque, donc ce qu'on appelle des contrôles de conformité. C'est tout ce que fait les brigades de contrôle fiscal informatisé ou les contrôles FEC, les outils de contrôle du FEC et qui permettent d'analyser tous ces aspects-là de ma qualité de mon information comptable. Autre élément qui est important aussi à intégrer, dans les éléments, on a un petit statut par contrôle qui permet de dire ce statut, le contrôle est terminé, donc tout est fini, avec le nombre d'écritures en anomalie, le nombre de lignes d'écriture en anomalie. Alors là, pour la démonstration, on voit que ça ne cadre pas, il y a quelques éléments de date qui ne cadrent pas, mais c'est pour vous montrer que ça détecte directement ce type d'anomalie. On peut aussi, petite fonctionnalité sympathique, on peut directement paramétrer les champs de chaque tableau qui est affiché dans le système. Donc, je peux choisir d'enlever le code. Voilà, je l'ai enlevé dans le cadre de cette démo. Il ne sert pas, donc le code de contrôle, je l'ai enlevé. Je peux enlever des éléments de ce tableau-là pour pouvoir un peu avoir le visuel que je souhaite. Et une fois que je l'ai fait une fois, il apparaîtra tout le temps sur mes analyses. Ensuite, une fois qu'on a fait ces tests, on a la notion de data visualisation. Donc, on voit dans un premier temps, avant de faire l'analyse de mes anomalies, je vais d'abord analyser et décrire ma population. Donc, on voit que j'ai une population comptable avec un nombre de journaux, nombre de classes de compte, les nombres d'écriture et le nombre de lignes d'écriture, avec une densité de ma population sur des comptes de tiers à 50%, des comptes de charges et comptes financiers, la répartition de mes lignes d'écriture par journal comptable, et la densité de mes saisies par classe de compte et journal. Et j'ai aussi la temporalité. Pourquoi ce point de temporalité important? Je le dis, typiquement, on voit qu'il y a un pic de saisie en juillet. Techniquement, je pourrais m'attendre à une corrélation, ou en tout cas un lien, entre mes anomalies et cette courbe, en me disant j'aurai forcément beaucoup d'anomalies en juillet. Donc, ce n'est pas normal d'avoir un pic d'anomalies en juillet, c'est juste que j'ai beaucoup de saisies en juillet. Ensuite, ma répartition par classe de compte aussi, en termes d'anomalies. Et puis, j'ai quelques éléments, je vais juste revenir sur mon dashboard, j'ai quelques éléments, donc les résultats de mon test de conformité qui apparaissent. Alors là, on a 100% d'anomalies pour une raison très simple, c'est que tout simplement, ça ne cadre pas avec l'ABG. Alors, pourquoi on a insisté pour montrer cette partie-là? Parce que souvent, quand on fait des analyses et qu'on est commissaire aux comptes, le FEC n'est pas finalisé, donc ça ne va pas cadrer très souvent.
Et donc, c'était un élément qui est quand même important à montrer, c'est que tout ce qui est en haut de la pyramide, en réalité, il faut regarder rapidement et traiter le sujet de manière horizontale. Mais ce qui est le plus important, c'est tout ce qui est en bas de la pyramide. Typiquement, j'ai un compte qui n'existe pas dans le PCG, c'est bon de le savoir. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est courant. J'ai un lettrage qui est antérieur à l'écriture comptable, j'ai envie de savoir pourquoi, et j'en ai 36. Cas réel, hein. Ça, c'est souvent des problématiques sur certains systèmes comptables que je ne citerai pas, mais ça arrive très souvent. Et donc, ce contrôle automatisé n'existe pas. Il ne va pas permettre de bloquer le lettrage avant l'écriture, la validation, ce qui est assez étonnant, mais ça arrive. Bon, bien entendu, le mot en anglais, c'est dans le cadre de la conformité du FEC, il ne doit pas y avoir de mot anglais dans le libellé en comptabilité local gap, French gap. Ensuite, nombre d'anomalies par test de conformité, je ne vais pas aller dans le détail, et on retrouve cette fameuse évolution, cette fois de mes anomalies dans l'année, et on voit que ce fameux pic d'anomalies, si je n'avais pas eu la description de la population, je me dirais, mais que se passe-t-il en juillet? Il ne se passe rien en juillet ou en juin, c'est juste que la population de saisie a augmenté, donc forcément, j'ai un risque d'anomalie plus élevé. Ensuite, j'ai un outil, je vais aller très vite, qui me permet rapidement de comparer à la fois ma population avec mes anomalies, d'accord? Et ensuite, j'ai le détail des résultats. Donc la répartition de mes écritures en anomalies par journal, par test de conformité, le détail de mes écritures. Un point important que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est que tout est filtrable. Hein. Donc, on clique dans le petit camembert que vous voyez. Je peux double filtrer sur le journal des ventes en parlant, par exemple, des incohérences entre les lignes d'écriture. Et donc, j'ai toujours ce test qui apparaît et qui me permet directement d'analyser mes anomalies. Une fois qu'on a analysé cette notion de test de conformité, on passe sur les tests de scoring. Donc, c'est ce fameux contrôle interne que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Et sur les tests de scoring, je vais donc tout simplement choisir ma société. Je clique sur suivant. Et cette fois, contrairement à la conformité où la liste des contrôles, entre guillemets, m'est imposée parce que c'est booléen, hein, c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Dans ce cas-là, c'est les moins. C'est-à-dire qu'on a un caractère humain de l'approche de paramétrage qui est, d'abord, on a aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs tests qui sont donnés au nombre de 70 que vous pouvez directement traiter de manière individuelle. Donc, soit vous cliquez sur ce bouton et c'est l'exhaustivité des contrôles qui est activée, soit on décide de désactiver certains contrôles parce qu'ils ne sont pas pertinents. D'accord? Je peux dire, je ne veux que celui-là. Et je peux aussi affecter mon niveau de risque, d'accord? Donc faible, modéré, élevé et extrême. Alors extrême, c'est quelque chose qui est récent, tout simplement dans le cadre des référentiels causaux, le risque extrême doit être intégré, en tout cas il va être intégré, donc on l'a anticipé. Donc on est toujours aussi dans les veilles réglementaires, en tout cas normatives, sur ces sujets-là. Donc, alors pourquoi c'est important la notion de risque? D'abord, dans le cadre de l'approche par les risques, mais surtout aussi pour nous, par rapport à l'outil, c'est qu'en réalité, chaque risque est pondéré. Un risque faible chez nous a une pondération de 1, très simplement, moyen, pondération de 3, élevé, pondération de 5 et extrême, pondération de 7. Et c'est très important. Pourquoi on met cette notion de pondération? C'est qu'en réalité, chaque fois qu'on va détecter une écriture qui a répondu à un contrôle, très bien, ça va faire un score en fonction de son risque, mais elle peut répondre aussi à N contrôles que vous voyez là. Si, par exemple, une écriture a répondu à 4 contrôles qui ont été sélectionnés parmi ceux-là, et que certains sont de risque élevé, d'autres faibles et d'autres moyens, c'est la somme de ces risques, et en tout cas de ces pondérations, qui va faire le score total de cette écriture pour cette anomalie. Donc, une fois qu'on a mis en place ça et affecté des risques, c'est assez simple. Donc, comme vous voyez, c'est assez autoporteur. Hein. Je clique, je choisis et je passe à la suite. Je clique sur suivant. Et à ce moment-là, on a pour chaque contrôle, on a un paramétrage que je peux rajouter. Typiquement, il y a le contrôle le plus simple chez nous, hein, c'est le S01, qui est une écriture qui implique des comptes que je veux absolument surveiller, tout simplement. Donc, j'en rajoute autant que je veux, soit qui sont des comptes qui sont censés être inactifs, en tout cas non mouvementables pour l'exercice en cours, soit des comptes que je souhaite en tant que contrôleur analyser. J'ai aussi, je ne vais pas aller dans le détail de chacun des comptes, des contrôles, mais des écritures qui impliquent des comptes rarement utilisés, des montants anormalement élevés ou bas avec des pourcentages de confiance. Est-ce que je veux du anormalement élevé, bas ou les deux? Un seuil de détection aussi pour certains contrôles.
Tout à l'heure, Vincent avait évoqué le test numéro 2 qui disait, en fait, si on était sur des montants non significatifs régulièrement, typiquement, on laisse à zéro et on a même les montants non significatifs apparaîtront sur, par exemple, certains schémas atypiques qui sont sur les cycles achat, vente, etc. Et tout est paramétrable. D'accord, comme vous le voyez, typiquement écritures qui sont saisies plusieurs fois pour détecter certains doublons, on dit qu'il y a un seuil de détection. On peut désactiver celles qui sont, par exemple, des écritures qui apparaissent 12 fois pour éviter les faux positifs que sont les mensualités, par exemple. J'ai aussi la loi de Benford qu'on active en général à plus d'1 million de transactions. En dessous d'1 million, elle n'a pas de sens. En tout cas, statistiquement parlant, elle est très difficilement implémentable et utile en dessous d'1 million de lignes. Et puis, les écritures avec des saisies week-end et jours fériés avec d'autres jours d'intérêt supplémentaires que vous pouvez rajouter, des notes de frais suspects, les doubles règlements fournisseurs à probabilité faible, des écritures qui contiennent des mots-clés de type dissimulation, c'est très teinté sapin, celle-là, des mots-clés de type risque, sanctions, etc., train de vie élevé. Donc, tous ces éléments-là on va dire, ont une capacité, en tout cas, pour 30% des contrôles, on doit paramétrer ça. Autre élément, pour un peu synthétiser la typologie des contrôles qu'on a mis en place dans le système, on est sur des contrôles qui sont de type statistique, de type schéma comptable atypique. Atypique ne veut pas dire fraude, hein, c'est juste qu'il faut regarder, ça fait partie de ma checklist. Et on a aussi des contrôles de type cashback. Comme vous voyez, les doubles règlements comptables, des délais de règlement comptablement anormalement courts, on se dirait pourquoi ils mettent ça? Non, c'est important. C'est-à-dire que potentiellement, je suis un peu donné des délais de règlement de moins de 2 jours, par exemple, à un fournisseur, c'est que je le connais très bien. Donc, c'est une zone de risque aussi. Des délais de règlement anormalement longs, on est clairement dans la SAP 1.2, on n'a pas le droit de dépasser certains. On a aussi des cashbacks de type double règlement fournisseur à probabilité élevée, faible et modérée. On a de la TVA déductible, etc. Donc, une fois qu'on clique sur suivant, on a paramétré nos tests, on sait lesquels, on a affecté des tests, on a mis le risque et on les a paramétrés. À ce moment-là, je lance démarrer et donc mes tests se lancent. Je vais pas le faire comme pour la conformité et je vais aller dans le détail. Donc, on retrouve aussi le résultat de mes tests et donc je peux observer directement mes comptes en anomalie. Je peux aussi, toujours la même chose que tout à l'heure, paramétrer, afficher les champs de mon tableau que je ne souhaite pas. D'accord ? Par exemple, si je ne veux pas la colonne code, il n'apparaît plus. Comme vous voyez, il a disparu. Et puis ensuite, donc, on a la liste de mes comptes, de mes contrôles que j'ai paramétrés, et ainsi que les résultats. Donc, avec un petit élément de description, vous pouvez voir, il y a un petit test qui décrit, et puis le statut, le risque qui est la pondération en termes de risque, et le nombre d'anomalies qu'on a détectées. D'accord ? Toujours le même principe que pour la conformité. Je vais aller directement maintenant sur les dashboards, donc les tableaux de bord de résultats. Alors, sur les tableaux de bord de résultats, on a des tests de scoring, d'accord ? Donc là, cette fois, on a directement les résultats. Donc, on a 49 tests sur les 69 que j'ai activés qui ont répondu à un moment donné positif. On a la répartition des anomalies. On voit que la majorité de mes anomalies répondent à des contrôles qui ont été caractérisés comme à risque faible. Ensuite, donc pour 70% environ. Ensuite, 29% pour des risques modérés. Et puis, on voit que on a des risques extrêmes et élevés à 3%. D'accord ? Donc, dans les grandes lignes, voilà un peu j'allais dire un peu les éléments. La répartition par journal et niveau de risque, bien entendu, qu'on voit. Et aussi le nombre d'écritures par test, comme vous le voyez, très rapidement, on a toute la plateforme, même principe de la pyramide de tout à l'heure. Donc, tout ce qui est en bas de la pyramide, donc mes anomalies qui sont en bas, on est plutôt sur des problématiques très horizontales des écritures qui sont dans la date des saisies est éloignée. On est sur du processus comptable. Par contre, tout ce qui est en haut de la pyramide, souvent, statistiquement, on sait que c'est du report à nouveau. Donc, on conseille d'exclure, je vous montrerai comment faire tout à l'heure, les reports à nouveau. Et donc, ça nous permet directement d'accéder à l'essentiel qui est le milieu de la pyramide. Et c'est là que se situe toute la checklist, en tout cas à traiter sur nos analyses. Et puis la densité de mes anomalies par journal, par classe de compte, et la temporalité. On retrouve ce fameux pic de juillet qui réapparaît tout le temps. Et puis les courbes de Benford qui me permettent de voir la répartition statistique de mes chiffres en comptabilité. Détail de résultats, même principe. Donc on peut avoir la liste de mes tests, donc les doubles règlements fournisseurs à probabilité élevée, faible, etc. Des mots-clés qui contiennent affecter, qualifier, filtrer,
On va jusqu'au bout de l'analytique. Je peux aussi, là on a par exemple une écriture avec un schéma de trésorerie atypique, capital et réserve, on la voit. On a aussi la capacité de filtrer directement, comme tout à l'heure, par journal. On a aussi la capacité de regarder directement mes écritures concernées et le score total. Exemple, si je devais, par exemple, analyser ce score de 21, on voit que c'est cette écriture 37 693. Elle a répondu à une écriture qui a impact de compte de résultats saisis après une clôture, écriture impactant des comptes de résultats, des comptes rarement utilisés. Donc, on a tous ces scores qui apparaissent et c'est la somme de tous ces scores qui est égale à 21. Alors, point important, on peut aussi avoir une analyse, ce qu'on appelle des patterns de récurrence. Typiquement, là, on a un score total de 14 sur les bulles que vous voyez. Donc, il y a 11 écritures qui ont un score de 14. Donc, je clique et c'est tout mon rapport qui se filtre. Et on voit que c'est très concentré sur les à nouveau, mais surtout sur les OD. Donc là, je vais regarder ce qui se passe et donc je vais détecter s'il y a une anomalie autour de ça. Autre élément, maintenant qu'on a analysé, j'allais dire, ces éléments-là, on se dit, bon, OK, on a détecté des anomalies, très bien. Et c'est là qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle la gestion de ces anomalies, qui est sous l'angle sous la forme d'un case management, ce qu'on appelle une gestion des anomalies. Et donc, je vais par anomalie, donc une écriture a répondu à cette anomalie S008, et donc par anomalie ou par groupe d'anomalies, je peux décider d'affecter un statut en disant je l'ai analysé, elle est en cours de traitement. OK. Je peux aussi dire tiens, cette écriture, je vais l'affecter à un analyste, donc c'est Henri. Voilà, j'enregistre. Et comme vous voyez, donc le statut de cette écriture, on voit qu'il a bougé, puisqu'elle est en cours de traitement et c'est Henri qui devient analyste ici. D'accord ? Et puis, je peux décider de la qualifier directement en disant, bah, tiens, ce qui m'intéresse, c'est de passer le statut d'anomalie à un risque accepté ou un faux positif ou même à une erreur. Bah, tiens, je vais dire erreur. Et donc, je peux directement avoir les éléments qui me permettent de la qualifier comme une erreur. Et donc, à la fin du processus, une fois que c'est un processus qui est découpé et séparé, donc chaque personne a son rôle, je peux décider de valider cette anomalie et donc je vais la valider. Et donc, on voit que la case validation par moi-même vient d'être faite et donc le processus pour cette anomalie a été fait. Donc, ça, c'est individuel. On peut aussi faire exactement la même chose pour un groupe d'anomalies. Je peux aussi filtrer en disant, bah, tiens, je ne veux que les écritures qui commencent par A2. Donc, le code journal A2. D'accord ? Donc, c'est vraiment le choix que je souhaite. Et donc, je coche toutes ces cases et je peux décider de les traiter en masse aussi. Même principe. On peut accéder aussi par écriture. Alors, je vais le montrer. Ça peut être intéressant. Je peux par écriture regarder la piste d'audit. Je peux aussi, alors je vais le montrer brièvement parce qu'on a le temps est limité. On peut directement accéder à mon détail de l'écriture. Je peux directement choisir les schémas que je souhaite en termes de colonnes de mon tableau. Et puis, directement, par exemple, si je choisis de traiter, alors je vais en prendre une qui peut être intéressante. Oui, je peux directement invalider aussi un processus, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu une validation qui a été faite et qu'on veut revenir en arrière, sous réserve d'avoir certains droits d'accès, je peux directement invalider un processus. Je peux directement aussi regarder le détail de mon écriture. D'accord ? Je peux observer la trace d'audit, donc la piste d'audit. Donc, on voit qui a fait quoi sur une transaction. Typiquement, Henri a été l'utilisateur qui a déclaré l'anomalie, etc. Et je peux la modifier. Je peux aller au détail. Je peux modifier par écriture. Et je peux tout analyser directement avec des commentaires, avec des statuts que je peux passer, que ce soit en erreur, en fraude ou autre. Donc, en général, on est plutôt sur du faux positif, on est plutôt sur des analyses globales et groupées, c'est ça l'utilisation qui en est faite. Et ça permet en réalité de faire de l'apprentissage sur notre système, parce que toutes ces anomalies que vous allez traiter et que vous allez analyser, en réalité, c'est ça qui est auto-apprenant dans l'outil et qui permet d'avoir un système qui va ensuite, petit à petit, vous proposer directement une qualification de l'anomalie. Les autres fois, ça sera plus à traiter, ça sera une autre colonne qui va vous dire, bah, tiens, celle-là, je sais que statistiquement, on est plutôt sur un faux positif, une fraude, une erreur, etc. Et on peut aussi traiter déclarer de nouvelles anomalies. Alors là, c'est intéressant. Par exemple, vous avez une fraude que l'outil n'a pas su détecter. On peut déclarer une nouvelle anomalie directement avec un accompagnement de saisie en mettant, par exemple, fraude. Et donc, c'est une déclaration manuelle. Et cette fois, ça entraîne un autre modèle qui permet de proposer pour d'autres fois
d'éviter d'avoir une fraude similaire. Exemple, on a un client qui a eu un fournisseur qui est l'époux de l'acheteuse. Il a augmenté assez fort ses prix, donc maîtrise du process côté achat. C'est passé inaperçu, ça peut être difficilement détectable par des contrôles automatisés qu'on présente. Et en réalité, on déclare cette anomalie comme étant une fraude dans le dataset, enfin dans les données comptables. Et une fois qu'on le fait, à partir du moment où ça se déroule une seule fois, vous avez quasiment 80% de chance, ça ne se déroule plus jamais. En tout cas, ce type de fraude ne se dérouleront plus via le système. Voilà un peu aujourd'hui l'approche qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je crois qu'il y a eu un problème technique. Ça va mieux là, le son. Voilà. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Non, ça ne va toujours pas. Bon, bah, du coup, c'est mieux. Voilà, vous avez posé des questions et Isem va tenter d'y répondre. En tout cas, on sélectionner les plus importantes et y répondre. Mais juste avant de répondre aux questions, Isem, donc sur le process d'accès et la partie tarifaire, juste tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors, là, j'ai noté une question qui est quel temps a passé sur un dossier, c'est ça, pour analyser les résultats du logiciel quantique? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors, sur cette question, aujourd'hui, ça dépend. Si, par exemple, il faut bien paramétrer, en fait, en général, le process est le suivant, c'est vous accédez, vous injectez les fichiers, vous faites un premier jet, c'est ce qu'on conseille de faire. Un premier jet où vous cliquez tous les contrôles, vous mettez aucun paramètre pour avoir l'exhaustivité des anomalies détectables en fonction de la volumétrie. Et des journaux qui ont été traités, ça c'est super bien aussi en termes de réponse, mais ça vous permet de détecter directement les journaux à risque, donc les cycles à risque. Là où il y a le plus d'anomalies ne veut pas dire le plus d'erreurs. Encore une fois, je le précise, une anomalie n'est pas une fraude forcément et n'est pas une erreur forcément. Une fois que vous le faites, ça vous permet de directement prioriser vos cycles et surtout détecter des éventuels seuils. Par exemple, vous avez une loi de Benford qui vous a généré 4000 anomalies, il faut la désactiver parce qu'elle n'est pas pertinente. En gros, la loi de Benford, c'est la loi des grands chiffres. Donc, ce n'est pas pertinent pour ce dossier-là. Même chose, vous avez des schémas atypiques sur le cycle achat, mais qu'en réalité, tout est normal, il faut le désactiver, etc. En fait, ça se fait en 2 itérations, si vous voulez. Vous le faites une fois. Autre question, Isem, parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc, l'accès à Quantique. Donc, des formations seront bien entendu prévues. Régulièrement, on va organiser ça au sein de la CRCC pour vous accompagner. Est-ce que tu peux donc dire à nos membres commissaires aux comptes comment ils pourront avoir accès et quelles sont les conditions freemium qu'on a mis en place en tout cas, et ensuite comment ça va se dérouler? Alors, sur cette partie accès, aujourd'hui, c'est vous accédez directement à l'outil via le freemium, c'est ce qu'on conseille de faire, de manière, il n'y a aucun engagement, vous vous connectez, vous accédez au système. Vous y accédez par contre durant 1 mois, encore une fois, limité à 3 utilisateurs et à des FEC de moins de 100 000 lignes. Une fois que vous le faites, ça vous permet de vous faire la main. Vous aurez forcément des questions, donc on va vous accompagner sur l'utilisation. On a une équipe de support qui est dédiée et qui permet d'accompagner, de supporter les utilisateurs dans cette phase-là, parce que c'est souvent la phase, entre guillemets, d'apprentissage. Et en réalité, c'est tellement autoporteur. En général, on sait qu'au bout de 15 jours, vous avez maîtrisé l'outil et vous avez intégré déjà pas mal de dossiers. Et donc, l'accès gratuit sera disponible pendant combien de temps aux membres pour tester l'outil? 1 mois. À partir du moment où il y a une demande d'accès gratuit, ça dure 1 mois. Voilà. Et donc ça, cet accès, vous pourrez… J'ai un problème encore de connexion. Cet accès, vous pourrez le demander à Pierre Parésis, qui pourra vous aider si vous avez des problèmes de connexion. Alors, pour les tests gratuits, le nombre de lignes de FEC est 250 000 lignes. Isem, peut-être que tu peux répondre, c'est important? Oui. Non, il est de 100 000 lignes sur le test gratuit. Il est limité à 100 000 et non 250. Voilà. Alors, Revisaudit, c'est un outil concurrent et il est beaucoup plus limité. C'est ce qui nous a conduit en fait à lancer cet appel d'offres. Vous ne m'entendiez pas, mais
voilà, aujourd'hui, vous avez des modules qui existent sur Auditsoft et Revisolid, mais qui sont très limités. Là, l'outil est beaucoup plus avancé, beaucoup puissant, et l'idée, c'est de monter une communauté autour de cet outil pour les commissaires aux comptes, parce que c'est un outil apprenant, donc dédié à l'intelligence artificielle au service de la fraude. Il faut rappeler que la fraude, pour nous, c'est un moyen, hein, ce n'est pas une obligation de résultat, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment de renforcer nos pratiques et de documenter surtout nos travaux. Donc voilà, je crois qu'il est 10 h, nous avons terminé. Si vous avez d'autres questions, donc Pierre se fera un plaisir de faire le relais sur tous ces sujets et de vous guider, donc en tout cas pour y avoir accès. Un grand merci à tous, un grand merci à Quanti, un grand merci à Vincent qui s'est beaucoup impliqué sur le projet et d'autres membres de la commission qui ne sont pas là ce matin mais qui ont œuvré à produire donc, ce partenariat qui j'espère sera très fructueux pour vous. Donc en conclusion, les prochains événements aussi de la CRCC de Paris. Donc nous avons 2 événements clés le 30 novembre, un prochain webinaire sur la prévention des difficultés des entreprises et le 13 décembre, comme chaque année, la conférence au tribunal de commerce de Paris. Donc ne manquez pas ces deux événements clés et surtout n'oubliez pas donc, de faire votre quiz et le test de satisfaction pour obtenir donc l'attestation. Voilà. Très bonne journée à tous, un grand merci. Merci à vous tous. Merci et bonne journée à tous. Excellente journée, au revoir.